Aujourd'hui, j'ai une belle occasion de rencontrer un homme extraordinaire, originaire de Nouvelle en Gaspésie. Il a connu une carrière d'enseignant d'histoire au Collège Lionel Groulx avant d'entamer une seconde carrière en politique dans laquelle il a été député du Parti québécois de 1976 à 1996, dont ministre entre 84 et 85, en plus d'avoir été maire de Sainte-Thérèse de 1987 à 2005. Aujourd'hui, j'ai ce plaisir de recevoir Élie Fallu. Bonjour, M. Fallu. Bonjour, et merci de votre accueil. J'apprécie infiniment. Qu'après tant de temps, on se souvienne encore de... Et on a choisi de vous recevoir ici, dans cette enceinte, au Collège Lionel Groulx. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qui était pour moi le séminaire de Sainte-Thérèse au départ. À l'époque. Eh oui. On a fait cette transformation-là entre un séminaire très catholique à un collège très laïque. Vous avez enseigné combien d'années? Oh, j'ai oublié de les compter. C'est bon. Ça a été ça essentiellement ma carrière, parce qu'après ça, ça a été la politique. Mais pendant longtemps, les deux ont été mêlés. Vous avez commencé en politique en même temps que vous aviez cette carrière d'enseignant. Je vais vous dire honnêtement, dans la famille, chez nous, c'est mon arrière-grand-père qui a été le premier maire de mon village en Gaspésie. C'est même que ça a commencé. Et ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Alors, c'est mon grand-père, c'est mon père. Tout le monde a été maire, tout le monde a été engagé civiquement. Je pense que c'est d'une grande beauté d'avoir cet engagement collectif. Oui. Ce serait quoi pour vous, M. Fallu, votre meilleur souvenir de votre passage en politique? Alors, je crois que c'est le référendum qu'on n'a pas gagné, mais qui permettait à un peuple de s'exprimer. On se disait toujours, ben, il a parlé 7 fois. Peut-être que... Et on garde toujours la même espérance qu'il y aura une autre fois où le peuple pourra s'exprimer. Mais il pourra s'exprimer, voilà. Alors, nous proposions, mais nous ne disposions pas. Mais c'était quand même un grand projet d'avenir pour notre pays. Et ça reste un projet d'avenir. Pour vous, est-ce que c'est encore un projet nécessaire? Pour un peuple qui veut s'exprimer, surtout se présenter à l'ensemble de l'univers, il faut qu'il soit identifiable par un nom. Le nom de celui d'un pays, pas celui d'une province, d'un territoire quelconque. Là. Voilà, ça c'est essentiel, ça. Mais c'est au peuple à décider. Pensez-vous qu'il y aura un autre rendez-vous? Alors, j'espère bien, oui. Oui. Alors, il faut d'ailleurs y travailler dans ce sens, faire en sorte que cette vivacité d'identité nationale reste présente parmi nous. C'est essentiel d'ailleurs pour bien réussir. On apprend à nos enfants à dire leur nom quand ils rencontrent des étrangers. Alors on est tout fiers, on dit hey, c'est son nom. Et il le dit. C'est normal. Mais alors nous, on a un problème. Nous avons un nom, mais il n'y a personne qui le dit. Nous sommes les seuls à nous le dire entre nous, entre des oreilles compatissantes, mais pas plus. Voilà, mais ça, c'est l'avenir. On travaille non pas pour le présent, on travaille toujours pour l'avenir. C'est une belle philosophie de vie, de regarder vers l'avant, d'avoir des projets. Oui. Écoutez, vous avez eu ce privilège quand même d'être avec René Lévesque. Ah, il y a ça, oui. Ah, c'est au début. Ça a été quoi, cette expérience? Nous étions gaspésiens, donc oui. On se reconnaissait, on se retrouvait. Puis dans son projet, dès 1976, vous avez été là dès le début. Là. Dès le début, oui. Oui, oui, vous avez connu le référendum de 80, bien sûr. Ah ben oui. Mais en 95, c'était toujours, vous étiez toujours là, présent. Exactement. De façon active. Et on sera là dans l'avenir. Avez-vous eu des moments avec René Lévesque où ça pouvait parfois se coltailler un peu? Non, ben on se connaissait bien, en ce sens oui, que... parce que vous étiez de... On était très près l'un de l'autre. Je n'étais pas seul, évidemment, mais on était près, en ce sens que c'était un personnage d'une grande écoute, René Lévesque. Évidemment, on le laissait parler, mais il savait nous écouter, nous entendre. Il savait discuter. Et
il était toujours heureux de converser, ne serait-ce que quelques minutes, quelquefois, pour voir, c'est quoi ton opinion? Je le vois, c'est quoi ton opinion? C'est quoi ton opinion? Il y avait cette approche de demande, donc de participation au débat, de sollicitation à l'élargissement du débat. C'était pas un personnage qui était campé dans une vérité qu'il avait lui-même définie. C'est extraordinaire, c'était un vrai Québécois. Ouais, l'amour du Québec. Oui. C'est un privilège pour vous aussi d'avoir cette opportunité, Oui. hein, de travailler. Comme ministre, vous avez été ministre de quel... Des adjoints parlementaires, ensuite ministres. Oui. Non, passons sur les détails. Ça, c'est aux historiens à parler de ça. C'est pas bien. moi. C'est bien. Moi, je suis encore dans le présent et dans l'avenir. Alors, le passé, c'est pour les écrivains. Alors, parce que c'est que ça fait dur de parler comme ça, parce qu'habituellement, les politiciens sont toujours en train de récupérer leur passé. Moi, au contraire, je me suis toujours dit, ce qui est important, ce n'est pas le passé, il existe. Ce qui est important, c'est l'avenir. C'est le présent et l'avenir. C'est ce qu'on est bâti encore. Il y a des choses à faire. Ce peuple-là, il a décidé à un moment donné de son avenir temporaire. Ça veut dire qu'en tout temps, il peut décider autrement. Parce que c'est ça la volonté d'un peuple. Alors, donc, il y a espoir toujours que ce peuple-là continue d'exister et de s'identifier. Le reste, c'est la méthodologie. Alors que l'essentiel, c'est l'esprit même, profondément. Alors, de s'identifier comme peuple, c'est pas donné à tout le monde, ça. Il y a combien de peuples qui ne se sont jamais exprimés, qui ne se sont jamais manifestés, qui n'ont jamais développé leur capacité personnelle, qui ne se sont jamais identifiés pour eux-mêmes. Alors, le Québec n'a jamais été indépendant, mais il a toujours été indépendant dans l'univers. À sa manière, oui. Voilà. À sa manière. Il a toujours exprimé sa distinction ou sa différence. Exactement. C'est encore vrai maintenant. Mais sans pour pouvoir écraser les voisins, c'est pas l'identification, c'est pas pour pouvoir dominer, c'est pour pouvoir s'exprimer, c'est d'enrichir l'humanité. C'est très différent, ça. Alors, c'est une valeur ajoutée dans l'univers et non pas une valeur soustraite à celle des autres. Important, ça. Oui. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, on n'a pas à créer notre existence, on existe déjà comme peuple. Exact. Il s'agit de trouver la façon collective de l'affirmer pour acquérir sa pleine liberté. Déjà, on a fait des progrès énormes d'une province qui est toujours une province, oui, mais qui est pour nous-mêmes un pays. Mais dans nos revendications comme province qui souhaitons être un pays, on aura des revendications fortes sur la langue française, oui. Mais sur notre identité. Combien de peuples également? Moi, je vais parler comme historien. Bien. Combien de peuples existent comme ça à l'état de province, pour utiliser notre vocabulaire traditionnel? C'est-à-dire qu'ils existent, ils ont une volonté de vivre, ils ont un langage commun, ils ont des valeurs communes, ils ont souvent des gouvernements qui peuvent les ressembler un peu. Ils ont cette volonté. Parce que le problème de l'humanité, c'est qu'il existe des pays, mais il existe combien de peuples? Bien, ces peuples-là, la plupart du temps, sont mêlés entre eux. Dans des pays, mais ces pays-là ne sont pas nécessairement le destin d'une collectivité. Il fait partie de l'histoire d'une collectivité. Quel sera l'avenir? Bien, ils se définiront. Et alors, on a vu des transformations. Prenons l'Europe, entre autres. Oui. On a vu ces changements, ces bouleversements. Mais on revient toujours à quelques trucs comme des identifications qui se ressemblent. Alors que je regrette, mais quand moi j'ai vécu en France longtemps, la France, il y a combien de peuples en France? Il n'y a pas que les Français. Non, il y a la France et les Français, au pluriel. En disant par là qu'il y a plusieurs façons d'être français. Tout à fait. Voilà. Ces valeurs-là sont relatives.
Et souvent, on n'a pas besoin d'une forme, diplomatique internationale pour se réaliser. Et le Québec est un pays, point à la ligne. Hein? Oui. C'est un peuple, point à la ligne, c'est tout. Alors, comment est-ce qu'il vit sur le plan international? Comment il vit sur le plan national? Parce que déjà, c'est un plan international, le Canada. Oui, on a les leviers. On a cette force-là comme peuple. Oui. Il nous manque les outils. Bon, il nous manque des outils. Il nous manque les outils, ils ne nous manquent pas. Non. Il nous manque la volonté de le faire. C'est tout. N'importe quand, on peut le dessiner. Tout à fait. Voilà, c'est à notre portée. Non, mais on dit que récemment, encore dans les statistiques, qu'il y a encore près de 40 c'est quand même beaucoup, des Québécoises et des Québécois qui souhaiteraient, qui choisiraient l'indépendance. Exact. Qu'est-ce que ça prendrait comme déclic pour recréer cette effervescence, d'avoir le goût de le faire maintenant? Alors, ce sera ceux qui viendront après nous. Bien. Nous, on leur a laissé une société bien structurée, bien développée, instruite, dynamique sur le plan dans tous les domaines. Alors, c'est notre part. Ça n'empêche pas d'être un peuple, là. Ça empêche d'être un pays. Mais oui, c'est les petites nuances, en somme, Mais c'est pas infranchissable. Mais c'est pas infranchissable. D'après moi, c'est toujours une nécessité, mais c'est une nécessité à un certain degré. Il faut créer l'appétit. L'appétit, bien dit, oui. En parlant d'appétit, avez-vous été dans votre belle Gaspésie récemment? Ah, j'y vais régulièrement, et la famille est là, les ancêtres sont là depuis des générations. Alors, Fallu, c'est gaspésien, c'est nulle part ailleurs. C'est de là, puis vous avez encore vos racines, puis vous me disiez que vos roches rouges étaient importantes pour vous. Ça reste toujours important, parce que surtout ces petits peuples, à vrai dire, parce que le Québec, souvent, ce sont des petits peuples. On imagine souvent, quand on est en région de Montréal, il y a une espèce de grand peuple québécois qui se ressemble beaucoup, là. Mais dans les régions, un peu partout au Québec, les régions sont vraiment, ont développé des cultures, ont développé des valeurs, ont développé des façons d'être, des fêtes anniversaires. Ils ont toute une culture, tout un cérémonial qui existe dans chaque quartier du Québec. Et c'est merveilleux. Ça veut dire que nous sommes un grand peuple. Nous sommes tellement grands que nous pouvons nous subdiviser. Ce qui serait pas au bon sens du terme. Oui, ben c'est ce qui fait aussi le paysage québécois. Ces régions en font partie, hein, avec ces cultures, ben oui, parce ces que modes de vie. Même ces langages, hein, les accents, les prononciations, les habitudes de vie. Et évidemment, il y a l'Église catholique qui régit un peu, qui tente de régir tout, mais elle n'arrive pas à tout régir. Hein. Alors, ça aussi, la laïcité a contribué à ce qu'on fasse une distinction. À nous amener à refaire nos devoirs de conscience. Qu'est-ce que vous verriez comme similitude entre votre belle Gaspésie puis Sainte-Thérèse, où vous êtes installé puis vous avez vécu des années aussi? Mais ça se ressemble. Ça se ressemble. Sainte-Thérèse, c'est comme un patelin, au bon sens du terme. Souvent, les gens disent patelin, en voulant dire c'est niaiseux, c'est imbécile, c'est refermé. Au contraire, un patelin, c'est un lieu où on s'exprime, un lieu où on développe des valeurs, des interactions, où on développe des outils, où on développe des aspects culturels. C'est merveilleux, ça. Alors, en France, on se réjouit de voir que la Bretagne est différente Ben oui, mais le Québec, c'est tout à fait la même chose. Hein? Alors, c'est un peuple qui a bien vieilli au point de de développer des spécificités, des valeurs locales, basées quelquefois sur la morue ou sur la truite.
Ici, dans notre rivière, on n'a ni morue ni truite. Ah non, mais on a d'autres sortes de poissons quand C'est même. ça. Voilà. Donc, votre vie à Sainte-Thérèse, pour vous, ça a été aussi important que votre vie gaspésienne, finalement. Oui, parce que j'ai eu le bonheur à Sainte-Thérèse d'être accepté. Un Gaspésien, c'est un accent, Ouais. ça a des valeurs, c'est un langage, Vous avez été accueilli ici. Moi, j'ai été accueilli parce que j'étais le petit nouveau. J'étais le Gaspésien, imagine-toi. Un Gaspésien à Sainte-Thérèse. Ah oui, à l'époque. À l'époque, pour eux autres, c'était une richesse, en quelque sorte, pour s'en moquer. Oui. Donc, alors, se moquer de notre accent, se moquer de nos valeurs, mais s'en moquer au bon sens du terme. Alors, tout ça, ça a été réceptif, très fraternel, et c'était très dynamisant. Et moi, je n'ai qu'à me réjouir parce que je n'ai eu que des succès à Sainte-Thérèse. Oui, parce que j'y arrive à Sainte-Thérèse après votre vie politique au Parti québécois. Vous avez été maire de Sainte-Thérèse quand même. Donc, votre implication a été dès le début. Oui. Qu'est-ce qui vous attirait en politique municipale après la politique provinciale? Ah, parce que c'est le noyau de l'univers, ça. C'est là qu'on est le plus près du monde, plus près des besoins quotidiens. C'est pas la chasse et la pêche, là. Non, c'est pas le développement de la forêt, c'est le développement du parc, c'est le développement de la rue, c'est le développement... c'est collé sur des besoins quotidiens, complets et essentiels à la vie quotidienne, puis surtout une vie qui est collective. Parce qu'un village comme Sainte-Thérèse, c'est une personnalité, ça. Parce qu'à côté, si vous allez à Terrebonne, je peux en juger parce que j'ai vécu tout ça, c'est une autre approche. C'est merveilleux, ça. Ce sont des peuples parmi des peuples, non, ce sont nos villages, au bon sens du terme. Vous avez été quand même plusieurs années. Ça a été quoi vos défis les plus importants ou vos réalisations les plus importantes comme maire de Sainte-Thérèse? Alors, c'était de faire en sorte que cette ville-là, ce village, qui avait une personnalité déjà bien implantée, due au fait d'un domaine culturel qui s'était développé chez eux, le petit séminaire. Donc, qui était un séminaire qui... on disait à l'époque, il y a 50 ans, un séminaire qui n'a pas de queue. Il n'y a pas de second. Tout le monde est premier. Ce qui signifiait donc, on ne fera pas de catégorisation, on fera de la valorisation. C'est merveilleux de découvrir, tomber dans un village comme ça, où tu n'es pas le petit dernier à l'arrivée puis le petit nochon. Non, tu deviens toi aussi un des premiers, parce que tout le monde est premier. Tout le monde est là, valorisé. C'est extraordinaire. Alors, c'est bénéfice d'exister dans un milieu semblable. Mais vous avez eu la chance de contribuer au développement de Sainte-Thérèse maintenant, qui est une ville riche en art et culture aussi. Hein? Oui, mais... Les instituts sociaux communautaires, est-ce qu'il y a eu des défis particuliers? Voilà ce qui est typique d'une vraie ville. Une vraie ville bien instaurée, qui s'est développée, mais qui sait également accueillir. C'est merveilleux, ça. Tu tombes dans une ville, dans un vieux village, ils t'accueillent, ils acceptent que tu participes à leur transformation. C'est presque inimaginable. Vous avez eu des moments heureux dans votre vie politique et comme historien? Quand je redeviendrai historien. Oui, mais vous allez le demeurer toujours? Oui, mais j'entends par là, quand je me remettrai à écrire, oui, effectivement, c'est beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, d'abord, d'arriver dans un village comme Sainte-Thérèse, qui est un village qui était très structuré, qui accepte un manger de morue. C'est un peu loin, ça, de leur réalité. De leur réalité, hein? qui l'accepte, et accepte donc qu'on fasse les débats entre humains, de façon très civilisée. C'est extraordinaire.
Qu'est-ce qui vous a amené à Sainte-Thérèse? Partir de la Gaspésie, Sainte-Thérèse, qu'est-ce qui vous a amené ici particulièrement? Ben, moi, j'avais fait mon cours en partie au collège, au séminaire de Gaspé. OK. Donc, l'esprit du séminaire, ça me fascinait, ça. OK. Parce que ces séminaires-là, c'était non pas des boîtes à curer, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, c'était des boîtes à développement humanitaire. Alors, de fraternité, d'entraide, de développement, d'expression, de théâtre, de langage, etc. C'était extraordinaire. C'est par choix, là. C'est pas la vie qui vous a amené ici nécessairement. Voilà. Puis, vous êtes un homme quand même de projet, hein? Qui pensez toujours à l'avenir, comme vous le dites, presque en terminant. Comment vous voyez l'avenir, les projets? On sait qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui s'impliquent. Vous avez eu votre passage en politique, vous êtes encore actif dans vos pensées. Il y a des jeunes qui vont prendre la relève. En termes de projet, si vous aviez un message à laisser? Ben, ce sera d'abord à eux à décider. Quand on était jeune, on n'aurait pas... on admirait ce que nos ancêtres avaient fait, mais on n'acceptait pas qu'eux nous décrivent ce que nous devions faire. Laissez-nous également penser à notre société dans le même sens que de l'histoire l'a fait, mais laissez-nous la continuer à notre façon, de façon différente, un peu avec une richesse nouvelle. Alors, à 90 ans, on commence à être vieux, peut-être, mais donc les jeunes sont là en place. Et ils ne sont pas là pour démolir ce qu'on a fait, ils sont là pour enrichir. Vous avez confiance aux jeunes. C'est en transformant, voilà, c'est normal. Et c'est ça ce qu'on compte pour eux. Considérez-vous que vous aviez fait tout ce que vous avez voulu dans votre si grande carrière? À peu près, parce que j'ai eu le bonheur de pouvoir étudier longtemps, d'avoir travaillé dans des endroits extraordinaires où on avait le bénéfice de la parole, de l'invention intellectuelle. Je continue. C'est à l'infini, j'ai l'impression. Et l'infini, ça se terminera un jour, là, mais pas de mes affaires, ça. Vous avez contribué quand même à la société québécoise, oui, à ses valeurs de façon remarquable. Puis, comme citoyen, comme député fédéral, je suis comblée de vous avoir dans ma circonscription, et parce que vous avez été une personne significative pour les gens d'ici. Je pense que vous avez été une personne très significative dans le parcours du Québec et dans sa volonté toujours affirmée de liberté, d'être un peuple fier et libre. Vous y avez contribué. Fait que pour les citoyens que je représente, Élie Fallu, c'est quelqu'un d'important et d'exceptionnel. Je vous entends. Merci. Puis je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir rencontrés, puis de faire en sorte qu'on puisse partager l'entrevue qu'on a eue ensemble. Merci, M. Fallu. J'aimerais qu'un jour, on puisse faire l'inverse, parce que ce serait l'ancien député, l'ancien ministre, qui pose des questions à celle qui est en position de. C'est bon. On organisera ça. Mais pas sur le thème du jugement. Non. Sur le thème de la créativité, oui, de la transformation d'une société, oui, etc., en termes de valeurs. Ça me ferait plaisir. Bien, merci, M. Fallu. Un plaisir. Bravo. Moi, j'admire ce que vous faites parce que je suis un peu jaloux maintenant. Bien. Fatalement. Parce que jaloux au sens, non pas c'est pas dédaigneux. Non, je comprends. Au contraire, c'est admiratif. Parce que c'est tellement extraordinaire d'occuper des rôles comme simple individu et occuper des rôles extraordinaires dans une société. C'est une richesse qui nous arrive, qui nous comble. C'est comme une bonne pluie qui nous tombe en pleine période de chaleur. C'est rafraîchissant, c'est bon, c'est créateur, c'est créatif.